Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Thierry, qui est un agent littéraire, il est français, et provincial, comme il le dit lui-même, et il a lancé en janvier 2023 son agence littéraire qui s'appelle Egitna. J'espère que je prononce bien, on le verra tout à l'heure. Et l'agence se trouve à Lyon et elle a pour ambition, je cite, contribuer à la diversification d'une cartographie internationale de la littérature et des savoirs. Fin de citation. Avant de créer son agence littéraire, Raphaël Thierry a travaillé en collaboration avec l'agence littéraire Astier-Péché. Il est également docteur en littérature comparée, chercheur et enseignant spécialisé dans les littératures et les marchés du livre en Afrique. Actuellement, il enseigne dans plusieurs universités, dont l'université Louis Lumière de Lyon et l'université Paris 13 et dans différentes masterclass. En 2011, Raphaël Thierry crée le portail Edit Africa, un site dédié à l'actualité, à la recherche et à l'analyse des marchés du livre en Afrique. Il a également créé le podcast Edit Africa Sessions en 2019, qui sera bientôt relancé en lien avec les activités de son agence littéraire Egitna. Je suis très heureuse de le recevoir et de discuter avec lui aujourd'hui pour en apprendre davantage sur son parcours, ses projets et surtout son métier d'agent littéraire. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Bonjour Thierry. Bonjour Assel, bonjour, merci pour cette présentation. Qu'est-ce que c'est riche? Ben, c'est la tienne, hein? Je n'ai rien inventé, je n'ai rien ajouté. Je crois même que j'ai dû enlever quelques qualifications en plus. Donc, tu vois que c'est toi, en fait, c'est ton parcours qui est très, très, très régi. Il est vraiment impressionnant. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Je te remercie de m'accueillir et de m'inviter. C'est un plaisir. On se connaît depuis un bon bout déjà, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'échanger en profondeur, hein, sur tout ce qui est littérature, alors qu'on a travaillé sur quelques projets ensemble, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Pour commencer, est-ce qu'il manque quelque chose dans ce que je viens de dire de toi, dans cette présentation? J'ai oublié quelque chose d'important ou pas? Non, je ne crois pas. Et puis, je suis très touché que tu aies commencé en disant que j'étais provençal. Et ça, pour moi, bah, c'est quelque chose qui touche vraiment à ma sensibilité. Là, tu pouvais pas mieux commencer. C'est la première fois qu'on commence comme ça en parlant de moi. Et c'est toujours très émouvant d'être présenté par bah, quelqu'un dont on apprécie énormément le travail. Alors là, en plus, Merci. tu pouvais pas être plus au top là. Ça me rassure. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te touche tant dans la provincialité, si je peux dire ça comme ça? En fait, c'est justement, on va aussi en parler, mais c'est question des identités, qu'est-ce qui nous définissent, à quoi on se raccroche. Tu vis en Allemagne, et en Allemagne, il y a cette question du Heimat, qui est un concept qui n'existe pas vraiment en français, mais qui est un peu le lieu d'où on est, d'où on se sent. Et j'ai grandi en Provence, donc pas en province, mais en Provence, je précise pour ceux qui nous écoutent. Et la Provence, bah, c'est une terre à la fois culturelle, un lieu magnifique, mais c'est aussi l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu plein de choses qui m'ont enrichi, qui m'ont construit, qui m'ont fait découvrir un monde plus large que celui que j'avais peut-être directement en accès. C'est là où je me suis intéressé aux livres, aux littératures. C'est là où j'ai découvert des auteurs. C'est là où j'ai commencé à lire des auteurs de différents continents. Et finalement, ben, la Provence, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et c'est un point de départ. Et donc, pour moi, ben, entendre la Provence dès le début, c'est important parce que est-ce que je suis français? Est-ce que je suis provençal? Est-ce que je suis agent littéraire? Est-ce que je suis enseignant? C'est cette question. Qu'est-ce qu'on est? En fait, ben, ce qui nous construit, c'est cette diversité de tout ce qui nous assemble et nous fabrique. Donc, voilà. Tout à fait. Mais comment tu pars de la Provence vers la littérature africaine? Comment on est provincial et puis on s'intéresse à la littérature africaine? Tout à fait. Ben, déjà, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai eu la belle chance de faire mes études à Aix-en-Provence, en tout cas ma licence, mon master, à un moment clé qui était ce moment charnière du milieu des années 2000, où il y a eu beaucoup de réflexions autour des littératures francophones. Et comme je faisais des études en lettres modernes, dans des cursus qui s'intéressaient aux littératures francophones, on a reçu cette publication du manifeste pour une littérature monde en français comme un objet d'étude, un objet de cours, à un moment où on était vraiment plongé dans cette réflexion. Et comme en parallèle, ben, je m'intéressais au monde du livre au sens large, dans le cadre aussi de ce cursus,
bah, ça m'a connecté avec tous ces angles, y compris les angles morts de la littérature et comment les littératures nous arrivent, comment on les perçoit et puis, bah, tu as dit cette grande expression littérature africaine, qu'est-ce qu'elle signifie? Comment elle fait sens? Et puis quand on vit en Provence, ben, on est évidemment, très orienté vers un monde méditerranéen qui nous ouvre, évidemment, vers une dimension des Suds plus large et puis ensuite, dès qu'on commence à creuser les corpus, on découvre des auteurs de différents continents qui sont passés en Provence, on découvre, bah, des œuvres clés, on lit Saint Ben Ousmane, qui base une partie de son œuvre à Marseille, et puis, ben, d'un coup, on se pose un certain nombre de questions. Puis le fil des rencontres, c'est des lieux carrefour. La Provence est une porte d'entrée. Marseille est non loin d'Aix-en-Provence et un jour, j'ai la chance d'écouter une rencontre. Il y a un éditeur camerounais, Joseph Oumtim, et un écrivain, mais un écrivain extrêmement talentueux, qui était publié par Gallimard à l'époque, Libar Fofana, qui était invité pour parler dans une association qui s'appelait Africum Vitae à Marseille, et puis qui parlaient de leurs travaux d'éditeurs et d'auteurs, et je découvre un monde littéraire guinéen, un monde littéraire et éditorial camerounais, et là je me dis, bah, mes géographies du livre, mes géographies littéraires, elles sont encore petites, là, j'ai des choses à découvrir. Et voilà, mais je crois que c'est un peu un point de départ, et j'essaye toujours de me dire que je suis ancré quelque part, et à partir de ce quelque part, ben, j'essaye de rebondir et d'élargir mon regard, et de me dire que ben, on n'arrête jamais d'être curieux, en fait. Tout à fait. Et tu te retrouves même au Cameroun finalement. Ah mais oui, mais grâce à justement Joseph Oumtim, dont on parlait déjà, qui était à l'époque le fondateur des éditions Interlignes, et qui a ensuite été un des cofondateurs des éditions Ifriqiya, dont on a beaucoup parlé, je pense. Et Joseph m'a dit, tu t'intéresses aux livres, tu t'intéresses aux littératures, tu me parles d'éditions au Cameroun, en Afrique, tu as envie d'en savoir plus? Bah viens, viens seulement. Parce que qu'est-ce que j'en savais? Je n'en savais rien et puis je parlais de manière très globale, je parlais de l'Afrique, je parlais, d'édition en Afrique. J'avais cette vision très très réduite, finalement Et et avec une certaine distance aussi, parce que tu ne connaissais pas le terrain. mais totalement naïf, le hasard des rencontres, aussi me fait faire un stage aux éditions Actes Sud dans lequel il y a un auteur qui a été, publié récemment, Guillaume Letouze, qui a été invité au Cameroun pour une tournée. On me met en contact avec Guillaume Letouze qui me dit: «Bah, voilà le contact du Centre culturel français à Yaoundé». De là, de fil en aiguille, je suis mis en contact avec la médiathécaire et responsable du livre, Nadine Manchot, qui me dit: «Bah, venez donc, on pouvait faire un stage» et puis, bah, je me retrouve à faire un stage et à étudier, bah, le marché du livre camerounais, à le découvrir et à me dire: «Bah, en fait, j'étais parti d'une idée, très simpliste et voilà un monde d'une complexité, d'une histoire, d'une diversité, une multitude, et puis, tellement d'individualités, de personnes qui ont leur manière d'exprimer cette mosaïque que représente le Cameroun, Mhm. d'un point Là, de on vue est en quelle année linguistique. déjà? On était en 2008, on était en 2008. J'ai passé un peu moins d'un an en tout au Cameroun, rencontré beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, et j'en suis parti en me disant: «Bon, bah, finalement, je connais toujours rien du Cameroun». Mais j'ai eu la chance de me balader, dans différentes régions, notamment dans le Cameroun anglophone, hein, et c'est vrai que ça m'a permis aussi de me confronter à d'autres dimensions, socio-historiques, et ça m'a ouvert à d'autres mondes éditoriaux et puis ces espaces aussi de porosité avec notamment, bah, le Nigeria, comment, des œuvres, des auteurs circulent, et je pense que depuis, j'essaie tout le temps de me dire que chaque espace réserve son opportunité d'ouverture vers plein d'autres opportunités. Et puis ça m'a rendu, je pense, humble parce que ben, je me suis dit, enfin, que clairement, je n'arrêterai jamais de rien savoir et puis de découvrir des nouveaux auteurs. Et puis j'ai rencontré des auteurs qui ont ensuite explosé, connu des carrières, immenses, j'ai rencontré des auteurs, déjà très grands, sur place et qui continuent toujours leur très beau chemin, Mhm. je pense à Patrice Ganang, à Gaston Poleffa. Et parmi les auteurs contemporains, hein, quels sont ceux qui te marquent, te touchent le plus actuellement? Si on parle du Cameroun ou on parle plus largement, Oh, du Cameroun et même de l'Afrique en général, hein. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais Mon point de vue subjectif de lecteur, qui a eu des œuvres qui lui sont passées entre les mains, récemment, qui a aimé ces œuvres,
Je pense que je suis pas une exception en disant que j'ai été, bousculé, bouleversé par l'œuvre de Bougarsar, que j'avais découvert à travers Terre sainte, qui m'a complètement, confondu avec sa plus secrète mémoire des hommes, donc très récemment. Mais si on parle du Cameroun, j'ai évoqué Patrice Ganang, je pense qu'un des livres qui m'a le plus touché de Patrice Ganang, et je trouve que c'est pas celui dont on parle le plus, c'est Mont Plaisant, qui est un roman qui retrace le parcours d'Ibrahim Djoya, le sultan Bamoun. Et à travers ça, on découvre l'invention d'un monde, l'invention d'une écriture et on se situe dans cette époque coloniale avec ces bouleversements d'une colonisation à l'autre et comment, une histoire contrariée aussi, c'est un roman qui est très touchant et à travers à la fois la dignité d'un grand homme, sa profondeur, philosophique, sa profondeur intellectuelle et puis on découvre une histoire, qui nous touche, qui nous confronte et puis moi, avec mes origines françaises évidemment, ça me renvoie aussi à ma propre histoire et ça c'est un roman qui confronte en fait les imaginaires et donc ça, c'est un texte qui m'a beaucoup touché, beaucoup touché. Et comment tu gères justement cette origine française quand tu es confronté aux reproches que les Africains, notamment francophones, pourraient faire à la politique française? On le retrouve très souvent hein, dans la fiction, dans les romans et tout. Toi, en tant que Français, comment tu gères cette complexité? J'ai envie de dire qu'elle est nécessaire. On peut pas échapper à l'histoire. Au contraire, je pense qu'on ne doit pas y échapper, on doit même la comprendre et mieux je parlais d'angle mort tout à l'heure et essayer d'en explorer toutes les facettes. La relation entre, la France et les anciens pays qu'elle a pu coloniser est bourrée de complexité, bourrée d'ambiguïté, bourrée de choses qui ne sont pas encore soldées. Forcément, j'appartiens à une génération qui est à une certaine distance historique de ce passé colonial, mais par contre le passé colonial, il est présent aussi, et on ne cesse de le revisiter, Je trouve que l'espace français est en train de mieux percevoir les dimensions qu'on appelle post-coloniales. Comment on est influencé aujourd'hui, notre temps présent est influencé par cette histoire. Comment nos imaginaires, nos réflexions, nos regards sur nous-mêmes et aujourd'hui, une manière de me confronter à cette histoire, c'est de proposer des enseignements à l'université de Lyon, notamment en littérature postcoloniale, des thématiques, larges, que je lance aux étudiants et le but, c'est d'aller, creuser en fait dans ces rencontres, parce que c'est des lieux de rencontre, cette histoire, des lieux de confrontation, des lieux de violence. C'est la fabrique de hiérarchies qui ont brisé aussi des sociétés, qui ont remis en question des identités. Je parlais de dignité tout à l'heure et de l'histoire contrariée d'Ibrahim Djoya. C'est cette histoire-là à laquelle on a je pense on gagne en fait à toujours mieux la percevoir et je me situe pas à distance de cette histoire. Je pense qu'on a tous, matière à se construire avec ça. C'est pas une question de culpabilité, c'est pas une question de remboursement ou de dette, c'est une question de perception d'un temps dans sa justesse, de mieux comprendre qui on est aussi. Et puis il y a toujours d'autres aspects qu'on peut découvrir et qui nous font remettre en question. Le point de départ de mon agence, souvent, ce que je répète, c'est une imprimerie qui était dans la rue de mes grands-parents, qui s'appelait Aegitna et qui a imprimé la première anthologie de littérature camerounaise. Je l'avais préparée là pour, te la montrer. C'est publié en 1961. C'est un texte Waouh! historique. Et en fait, quand on lit l'incipit, je trouve ça très beau. Nous encourageons tous ceux qui, ayant lu cette littérature camerounaise, se mettront à rechercher ce qui reste à découvrir et ce qui est important. En fait, ça me touche cette phrase parce que je me dis: «Ce qui reste à découvrir, c'est pas que les littératures, c'est nous-mêmes, en fait, c'est toute cette histoire» et moi, j'ai pu réassembler cette histoire et un point de départ, littéraire camerounais qui était, en fait, à quelques dizaines de mètres de la boulangerie-pâtisserie de mes grands-parents. Ça m'a aussi ancré et je me dis: «Bah, oui, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce livre et de cette imprimerie? bien sûr. En fait, cette imprimerie à Egitna, qui était vraiment dans le centre de Cannes, est une imprimerie, communiste. Les communistes, pendant la période coloniale, étaient aussi très liés à l'anti-impérialisme et à la résistance pendant la guerre. Beaucoup d'éditeurs français d'ailleurs, de gauche, sont nés, dans cette époque de la résistance et avec ces affinités très à gauche, très anti-impérialistes, très anticolonialistes. Cette imprimerie, en plus de notamment, imprimer des méthodes, de la pédagogie freinée, une pédagogie très ouverte, qui m'a aussi beaucoup influencé dans mon parcours d'enfant, dans ma scolarité, a eu cet intérêt vers, justement ce monde émergent au moment des indépendances, en lien avec ta ligne anticolonialiste qui la construisait en fait et c'était un engagement très fort et en fait, le travail ensuite de dissémination d'une diversité littéraire, de lien entre des mondes, c'est quelque chose qui avait aussi, je pense, une dimension, un enjeu
de l'émergence d'un nouveau temps, d'une nouvelle époque, avec tout l'optimisme qui pouvait naître avec les indépendances, avec la décolonisation, qui a évidemment été en grande partie bâchée par beaucoup de désillusions sur beaucoup d'aspects, qui soient ces aspects qu'on associe peut-être un peu plus tard à la France-Afrique, vis-à-vis duquel Mongo-Betty a été un des plus grands porte-parole. Là, récemment, on étudie Les Soleils des indépendances de Nkrumah avec mes étudiants et en fait, je le relis aussi avec les étudiants et je me rends compte à quel point, on se rend compte que, ouais, ces désillusions ont été fortes et pourtant, ça a aussi été des époques, le berceau de rêves, de potentialités. Justement, je parlais de cet incipit et il y a une citation de René Philombe, un poète camerounais dont on parle trop peu aujourd'hui, qui est un des écrivains fondateurs des lettres camerounaises et qui écrit: «Dans un monde où la distance se trouve pratiquement supprimée entre les divers continents, les originalités intellectuelles des peuples et des races tendent à disparaître dans une synthèse des cultures pour donner naissance à un musée commun, universel, qui est en gestation dans les entrailles sacrées de l'humanité». Il y a toute cette part d'utopie que je trouve belle. Il y avait quelques jours, on en discutait avec, la professeure Touria Fili à l'université Lyon 2 et on discutait de l'existence ou de la non-existence des utopies littéraires africaines. Mais les utopies, elles étaient là et elles sont là. Elles sont dans cette poésie, elles sont dans ces aspirations et quelle que soit l'histoire avec ses brisures et tout ça, c'est aussi des éléments forts qui ont permis à des intellectuels de faire grandir leur œuvre à travers toutes les désillusions qui existaient. Je pense à William Sassine, notamment un poète des petites gens en Guinée, un poète, un écrivain, un romancier, pas un poète, pardon, qui a su dire mieux que quiconque, je trouve, à la fois la grandeur et la tragicomédie des petites gens et arriver à rentrer dans l'intérieur de chaque personnage et explorer les facettes d'une société à travers l'intérieur, les tripes en fait, l'âme de ces personnages, dans leur modestie. Et puis tout ça, en fait, c'est quelque chose que je trouve très touchant. Donc en fait, je me rends compte que je rebondis de l'un à l'autre, mais c'est aussi pour dire à quel point je trouve que ces littératures, jusque dans leur dimension de dénonciation de la difficulté, de la violence, elle nous ouvre aussi à quelque chose de réparateur, qui est une compréhension meilleure de l'humain, du social. On se rend compte que les sociétés sont pas toujours si différentes aussi, au-delà des filtres qu'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, de pouvoir lire des œuvres au-delà de leur... ce n'est pas forcément une œuvre africaine. L'hybridité chez Sassine, elle est constitutive. Où est-ce qu'on situe Sassine? Son personnage récurrent d'Albinos, il est très intéressant parce que c'est ce personnage qu'on peut pas vraiment situer, qui est toujours un peu marginal. Et la marginalité, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui nous met toujours à côté, qui nous fait faire un pas de côté et qui nous ouvre encore à d'autres univers. Mhm. Et Avoir une certaine distance, un autre regard. bien sûr, je vois que je pars un peu dans plein Ben d'angles, non, mais ben non, c'est super intéressant parce que quand on t'écoute, quand on t'entend, moi particulièrement, ça me fait voir les choses avec une autre approche que peut-être je n'aurais pas eu parce que juste comme tu disais tout à l'heure, on se positionne et on a un regard de la position où on est. Et c'est toujours intéressant de voir le regard des autres de la position d'où ils sont. Je trouve ça très intéressant et surtout que ça a un rapport aussi, ce que tu ressens, ce que tu trouves enrichissant dans cette littérature-là, c'est ça qui t'amène là où tu es aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec l'agence, déjà de par le nom, l'agence, et, c'est aussi un parcours professionnel, parce qu'au-delà de la passion, c'est aussi un métier d'être agent littéraire. Voilà. Et je voudrais en parler aussi. bien sûr. Déjà, c'est quoi un agent littéraire? J'adore avoir l'occasion de répondre à cette question parce que finalement, l'agent littéraire reste une partie un peu, je trouve, très discrète des marchés du livre et pourtant les agents littéraires sont omniprésents depuis qu'il y a économie du livre. En montant l'agence, j'ai creusé un peu dans cette histoire pour essayer de mieux comprendre d'où ça venait. Le premier agent littéraire, il était français, on l'oublie. Il s'appelait Émile Ocante et c'était le secrétaire particulier de George Sand. Je ne m'y serais pas attendu parce qu'en général, quand on parle d'agent littéraire, on pense au monde anglo-saxon. Hein. Mais justement, et c'est ça qui m'a intéressé. Pourquoi on l'a oublié, cet Émile Ocante? Émile Ocante, il est parti à Paris pour monter son agence générale de littérature à la demande de George Sand pour mieux défendre les droits et ses intérêts auprès de ses éditeurs, D'accord. notamment Kalman Levy. Et en fait, c'était aussi quelqu'un qui était très engagé socialement, très socialiste, et qui s'est confronté à Napoléon III, qui a dû s'exiler, qui a donc très vite fait faillite. Son agence littéraire a très vite disparu.
Et ensuite, il a pu se refaire, il a été embauché dans des maisons d'édition et Calman Levy, donc il a fait un petit cercle finalement et il est devenu éditeur. Il a monté une revue, il a fait beaucoup de choses, assez incroyables, mais on l'a un peu oublié en tant qu'agent littéraire, pour peut-être une raison simple, que c'est qu'il son aventure a commencé au même moment où, les grandes dynasties d'éditeurs français étaient en train d'éclore. Les grands éditeurs, je pense à Jules Hetzel qui allait faire de Jules Verne ce qu'il était, heu, mais bon, Hachette quoi, simplement, Louis Hachette, qui allait, monter ses bibliothèques de gare qui étaient des librairies, qui allait monter des quasiment fabriquer la littérature populaire, et puis tout ça allait suivre, les réformes de l'enseignement populaire en France et les éditeurs vont, devenir de plus en plus forts et de plus en plus, accompagner l'essor des grandes figures d'auteurs, notamment, les grands auteurs de la littérature sociale française, Balzac, Zola, Dumas, et en fait, la figure de l'auteur va être, complètement confondue avec l'essor de l'édition. C'est presque un binôme qui va être très fort en France et puis il y a aussi ce romantisme un peu, littéraire français qui va quelque part, extraire la dimension marché de cette figure de l'auteur un peu Oui, tutélaire, c'est qui très passe au-dessus de tout le particulier, hein, reste. en France, hein, c'est très C'est un particulier. truc Oui. étonnant et l'éditeur, je pense l'éditeur français a été un maître d'œuvre de ça, de cette mise en scène de l'auteur. Et quand on regarde du côté anglo-saxon, la première agence littéraire, elle apparaît, c'est l'agence Watt qui apparaît à la fin des années 1870. Elle accompagne les réformes du droit d'auteur à Londres, la création de nombreuses maisons d'édition, et en fait, ça va de pair. Donc, quelque part, l'agent littéraire a été totalement intégré dans l'économie du livre anglo-saxonne. Un vrai acteur, Tout hein? à fait. Et du côté français, en fait, il y a un peu ce va-et-vient intéressant où les auteurs, par moments, essayent de récupérer un peu de la force. Il y a les prix littéraires. On oublie que les prix littéraires français, le Goncourt notamment, ont été créés par des auteurs initialement. Et leur but était de reprendre un peu plus de poids. Et bon, les éditeurs, ils ont très vite compris qu'il y avait aussi matière à être encore plus fort. Ils ont mis leurs auteurs dans les jurys. Et puis, bon, voilà. Et c'est une chouette histoire parce que les éditeurs sont admirables dans leur capacité à maîtriser leur environnement. Mais ensuite, la question des agents littéraires, elle s'est posée en France différemment. Et je dis en France parce que Mmh. ça va nous faire rebondir vers le monde francophone ensuite. La première agence littéraire qui s'est implantée en France, c'était en fait l'agence Bradley, qui était une agence américaine, c'était un couple, qui vont avoir un travail un peu différent de ce que voulait faire Émile Kant. Eux, leur travail, ça va être d'abord de faciliter la circulation des droits des éditeurs français vers les éditeurs anglo-saxons, et vice-versa, de faire venir des grands auteurs américains, britanniques, vers la traduction française. Donc quand on regarde Dos Passos, Steinbeck, tous ces auteurs ont été traduits à cette même période. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de circulation en interne entre les auteurs français et les éditeurs français. Disons que cette agence va fabriquer, une nouvelle circulation internationale des littératures et c'est là que des auteurs comme Camus, comme Sartre vont être traduits, vers l'anglais et ça va être une grande explosion des littératures françaises et qui vont aussi s'imposer dans les années 1920-1930 autour, des grandes collections. On oublie que la collection La Pléiade a été créée comme une maison d'édition à cette période, avant d'être, englobée par les éditions Gallimard. Gallimard, aujourd'hui, la maison d'édition aux 40 prix Nobel, je crois, si je ne me trompe pas. Mais Gallimard s'est construite aussi à cette période dans sa dimension internationale. Et quelque part, ce monde-là, il était aussi un monde colonial. Et on oublie, le monde colonial, c'était pas un monde où les littératures circulaient de la même manière à travers l'espace colonial. C'était l'époque des littératures exotiques, des littératures coloniales. Et puis entre les lignes, c'était l'époque de nouvelles positions. C'était des revues, c'était des rencontres, c'était les sœurs Nardal qui créaient des salons littéraires, qui permettaient à des écrivains afro-américains de se rencontrer, c'était la revue Légitime Défense, la revue Tropique de Suzanne et Aimé Césaire. Et tout ça allait aussi fabriquer des lieux de rencontre qui allaient à un moment faciliter l'émergence de nouveaux mouvements, je pense au mouvement de la négritude, jusqu'à la création de la revue Présence africaine, jusqu'aux éditions Présence africaine. Et ensuite, à un moment de la décolonisation, un nouvel essor de collections, de diversité littéraire. Mais finalement, les agents littéraires sont restés un peu en marge de ces mouvements-là. C'est ce qu'on peut remarquer. Et il y aurait tellement de choses à dire sur la circulation de ces œuvres issues de ces mouvements-là, et comment elles se sont à un moment connectées autrement avec l'implantation des agents littéraires dans l'espace littéraire français ou francophone. Mais c'est une aventure qui dure encore aujourd'hui, puisque les agences littéraires aujourd'hui, pour l'espace francophone, sont essentiellement basées en France, majoritairement en tout cas, et la plupart d'entre elles se sont créées entre les années
allez, Ouais, début des c'est années très récent, 90 hein. et Mmh. jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une petite trentaine d'années, voilà et on ne cesse de découvrir, en fait, des nouveaux agents. Moi, je m'inscris dans cette toute nouvelle génération d'agents littéraires. Je me sens aussi très humble vis-à-vis de cette histoire que je découvre toujours plus vaste et avec, beaucoup de respect pour tous mes aînés qui ont pavé le chemin et qui se sont confrontés à un monde qui n'avait pas l'habitude de ces agents littéraires nouvelle génération, des agents français ou francophones qui essayent de trouver des nouvelles dynamiques, de travailler avec des éditeurs qui ne sont pas que en France. Et là, il y a tellement, tellement de choses intéressantes à travailler en tant qu'agent. Et ensuite, bah, pour rebondir sur ta question, mais qu'est-ce que fait un agent littéraire? Un agent littéraire, il accompagne des auteurs pour la circulation de leurs droits, donc de leurs droits en langue originale et en traduction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour un auteur qui ne s'y connaît pas du tout dans tout ce qui est technicité, dans l'édition, dans le domaine du Tout à livre, fait. comment est-ce qu'on peut lui expliquer le travail, de manière très simple, hein, le travail d'un agent littéraire? Parce que peut-être qu'il y en a qui ne vont même pas vers les agents littéraires parce qu'ils ne savent pas à quoi ça peut leur servir. J'ai envie de dire qu'un agent littéraire, c'est d'abord quelqu'un qui écrit les contrats, ce qui n'est pas la partie la plus marrante du boulot, j'ai envie de dire, et en même temps, elle est super intéressante parce que, à l'intérieur des contrats, il y a tout. Un contrat, il régit la vie d'un livre et l'avenir d'un livre et s'il est bien fait, il peut permettre à un éditeur et un auteur de s'épanouir dans leur relation et je suis pas en train d'être romantique, hein, sur le contrat. C'est juste pour dire qu'un agent littéraire, il est garant de la bonne tenue des contrats, en travaillant avec, notamment, les chargés de droit dans les maisons d'édition ou les éditeurs au sens large et en permettant aux auteurs de mieux comprendre ce qui est à l'intérieur de leur contrat et j'ai tendance à penser qu'un auteur qui comprend bien ses contrats sera plus à l'aise dans son travail d'auteur, justement. En fait, ça exclut les zones de flou. Comprendre un contrat, c'est évidemment complexe, mais dès lors qu'on en saisit chaque article, on comprend pourquoi c'est comme ça et on comprend qu'est-ce qu'il y a autour de son travail et comment son travail est accompagné d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, l'agent, bah, il accompagne l'auteur dans les prospections. C'est-à-dire que, concrètement, l'auteur confie les droits d'une œuvre, qui n'est pas publiée dans telle langue, parce qu'il en détient les droits, à l'agent et l'agent va se charger de lui trouver des éditeurs, va lui proposer des éditeurs. Si un éditeur s'intéresse au manuscrit qui est proposé, ensuite, bah, c'est cette discussion qui va se tisser entre l'agent, entre l'auteur et l'éditeur pour arriver bah, à construire Mmh. la future collaboration et après j'ai envie de dire que l'agent, s'il fait bien son travail, doit savoir se mettre en retrait, ne jamais être à la place de l'auteur face à l'éditeur, privilégier ce travail sacré et extrêmement respectable, de l'éditeur avec l'auteur sur le texte et ensuite, bah, être là pour faciliter cette relation. S'il y a des moments où, l'agent peut apporter, des recommandations, peut, faciliter la promotion d'un livre, peut toutes sortes de choses qui peuvent faciliter le travail de l'éditeur et de l'auteur, j'ai envie de dire que l'agent peut le faire. Mais c'est pas quelque chose qui, à mon sens, doit être imposé par l'agent. Ça doit être vraiment dans cette logique collégiale parce que c'est une demande ou parce que la collaboration est tout à fait bonne, et que l'éditeur, souhaite être accompagné ou soutenu. Mais il y a plein de cas de figure très différents. Alors, qui est ton client? Qui est le client de l'agence Agitna? Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est l'éditeur? Mmh. Parce que quand je t'écoute, je m'attendais pas à ce que tu parles de la mise en disponibilité pour l'éditeur. Dans ma tête, l'agent, c'est celui qui est vraiment l'avocat de l'auteur, c'est lui qui voilà qui va se battre pour l'auteur. Je ne voyais pas la dimension de la relation avec l'éditeur. Alors, qui est le client de ton agence Agitna? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est l'éditeur? Et deuxième question, comment on fait pour être ton client? Comment tu sélectionnes tes clients? Parce que c'est aussi une question de sélection en même temps. Tu ne travailles pas avec tout le monde. Ça, c'est sûr, je travaille pas avec tout le monde. Mes clients, c'est pas les auteurs. Ça, déjà, c'est la première chose que je veux dire. Déjà, je ne suis pas rémunéré par un auteur pour mon travail initial. Je suis rémunéré en commission sur les droits que perçoit l'auteur. Donc, c'est peut-être cette nuance-là. L'auteur ne me paye pas de sa poche. Donc, à ce titre-là, il n'est pas mon client. Je ne le conçois pas comme mon client. Techniquement, le client, c'est l'éditeur. C'est l'auteur qui vient vers toi. C'est pas l'éditeur qui te dit cherche-moi des auteurs. Il peut y avoir, différents cas de figure, il n'y a pas de schéma. On va dire qu'il y a des éditeurs qui vont me dire, «Je cherche tel type de texte, si jamais tu as quelque chose de cet ordre-là» et en règle générale, c'est plutôt le jeu des rencontres qui va me faire rencontrer un auteur, soit parce que moi je le contacte, soit parce que l'auteur me contacte. On va voir si on peut travailler ensemble
Et si on se dit: «Bah, voilà, il y a match, on se comprend bien, j'aime ton travail, on pourrait, se lancer ensemble», dans ce cas, bah, je vais ensuite lui chercher des éditeurs ou, bah, s'il a déjà un éditeur, bah, c'est plutôt ensuite travailler sur la dimension des droits étrangers, c'est toutes les traductions, donc soit en partenariat avec l'éditeur, si on trouve une manière de collaborer ensemble, soit directement, avec l'auteur parce qu'il réserve ses droits étrangers. Je veux dire qu'en règle très générale, l'intérêt, c'est que les droits étrangers puissent être à disposition de l'agent parce que l'auteur les conserve, mais on est toujours dans cette discussion et cette négociation, en fait. Donc, mais d'un point de vue technique et contractuel, le client, c'est clairement l'éditeur. Comment on fait pour être un auteur de l'agence? Alors, il n'y a pas de guidelines précises pour une, candidature particulière. Ce que j'ai écrit, sur mon site internet, c'est que déjà que je travaille plutôt par recommandation. Bon, il y a énormément de manuscrits, il y a énormément de gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens talentueux, mais aussi il faut savoir, connaître ses limites et si je reçois 50 manuscrits par semaine, je vois pas comment je peux travailler, évaluer des textes. Donc j'ai tendance, au moins pour, cette période où je suis encore un jeune agent qui démarre, à me concentrer sur, des textes soit qui m'ont été amenés par une recommandation, par un auteur avec qui je travaillais déjà, soit parce que c'est des auteurs, bah, que j'apprécie, parce que je les ai lus en tant que lecteur et qu'aujourd'hui je me dis: «Bah, peut-être que les ayant lus en tant que lecteur, on pourrait faire un bout de chemin ensemble». Soit parce que, bah, des auteurs, que je connaissais m'ont contacté et puis, bah, tiens et puis voilà, c'est en fait, il y a pas je crois que là, actuellement, je représente, 10 auteurs, il y a pas un cas similaire sur la rencontre avec ces auteurs. Mais est-ce que tu as un genre littéraire particulier? Est-ce que tu es spécialisé dans un genre littéraire particulier? Davantage les romans et les on va dire les essais, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Les romans et les essais, c'est tellement large, il y a pas de genre très particulier et en fait, c'est même ça qui est intéressant, c'est que je me rends compte que je suis pas spécialisé, vis-à-vis des auteurs originaires d'Afrique et pourtant je représente majoritairement des auteurs en lien avec Oui, j'ai l'Afrique. vu ça. Mmh. Mais c'est simplement lié à mon parcours, qui m'a rendu ces rencontres plus évidentes sûrement. Je travaille vraiment à l'affinité, hein, c'est-à-dire que là, il y a des auteurs qui m'ont présenté un roman, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble, et puis ensuite, bah, voilà tel auteur qui me dit: «Mais j'ai une biographie sous le coude, est-ce que ça t'intéresse?» Et puis voilà, que je découvre une biographie de Paul Azoumé, waouh! Et bah, je découvre mieux Paul Azoumé parce que je le connais pas bien et que c'est quand même un grand fondateur. Puis voilà, bah, un auteur qui me dit: «Bah, je suis en train de travailler sur un recueil de poèmes» et bon, bah, la poésie, ça fait partie un peu de mon histoire, ma sensibilité, mais en même temps, c'est pas un genre qui est facile d'un point de vue marché, si on peut dire et en même temps, je me dis: «Mais je peux pas me défaire de la poésie, parce que j'aime tellement la poésie au sens large. Il faut être réaliste sur le fait qu'un agent doit vivre de son métier et doit amener des textes, vers des éditeurs et leur trouver des opportunités, qui sont aussi intéressantes, à la fois littéralement et je vais être aussi très franc, économiquement pour Bah, les auteurs. justement, je voulais en venir parce que je sais que les auteurs qui vont nous écouter vont avoir, presque une crise cardiaque parce que là, on va parler argent, hein, et ils sont allergiques à ça et en même temps, ils veulent, être le best-seller de du monde entier. Donc je ne sais pas comment on réussit à ne pas parler argent et vouloir être best-seller en même temps. C'est En compliqué. effet, c'est compliqué, je suis d'accord. Alors, comme tu l'as dit, c'est un travail, c'est un métier, tu dois pouvoir en vivre. Donc, il y a l'aspect commercial qui est très important. Comment tu fais la balance entre un bon texte et son attractivité commerciale? Parce qu'un bon texte n'est pas nécessairement quelque chose qui peut se vendre facilement, hein. Non, Quand on connaît comment ce milieu fonctionne, il y a des livres qui se vendent par milliers qui sont pas les meilleurs, hein. On est bien d'accord, hein. je suis tout Donc, à fait d'accord. comment tu arrives à trouver, le juste milieu? Il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a une part de défi. C'est-à-dire que je souhaite défendre des livres parce que je considère qu'ils sont de haute valeur littéraire et à ce titre, ils sont légitimes pour trouver une place dans le marché de l'édition et donc de rencontrer des projets éditoriaux solides. Mais évidemment, des littératures ambitieuses, comme tu le dis, c'est aussi des œuvres qui peuvent avoir des difficultés à trouver leurs lecteurs. Et en même temps, on a tout le temps des contre-exemples dans l'histoire, Aujourd'hui, on a une immense partie de la littérature, qui est une littérature populaire, mais on oublie que la littérature populaire, elle est aux racines de la littérature de langue française et de la littérature dans le monde entier. Les grandes, dynasties d'éditeurs, elles se sont créées à partir de la littérature populaire et les grands auteurs, qu'est-ce que c'est la littérature populaire à un moment? C'est une littérature qui arrive à trouver une manière de toucher aussi des personnes qui n'iraient pas forcément vers, le livre ou la littérature, arriver à trouver un lecteur
il va pas forcément spontanément aller vers des œuvres qui ont une dimension qui se revendique comme académique. Et pourtant, on oublie que la littérature populaire, elle a été lancée par des auteurs comme Balzac. Et Balzac, en termes de classicisme littéraire aujourd'hui, je pense qu'on est sur probablement une des plus grandes références. Et donc c'est aussi pour relativiser ces aspects-là, on a tout le temps des contre-exemples, et je trouve que là, on est dans un temps, c'est le deuxième aspect de ma réponse, on a tout le temps des choses qui nous détrompent. Bougarsar vient de nous montrer qu'on se trompait tous sur ce qui pouvait faire le succès d'une œuvre. Franchement, qui aurait pu penser que la plus secrète mémoire des hommes, vu l'ambition du livre, sa profondeur, sa richesse, sa complexité, il allait être vendu ce jour à 600 000 exemplaires? Qui aurait pu penser ça? Je précise que même ici en Allemagne, les critiques sont excellentes. Il se vend hyper bien ici, donc vraiment, ça, c'est un coup de maître. Donc, à ce niveau-là, moi, je me dis, on doit à la fois rêver, mais aussi être réaliste sur le potentiel des littératures qui sont ambitieuses. Mais ça ne veut pas dire que il faut pas être dans un élitisme. Je me rends compte que j'ai cette sensibilité vers des œuvres qui sont ambitieuses, qui sont profondes, qui vont toucher une part, qui vont aller creuser dans l'histoire, qui vont faire émerger des intertextualités, qui vont toucher des références, qui vont croiser des mondes, des influences. Mais en même temps, la valeur d'une œuvre, c'est celle qui va aussi toucher des lecteurs. C'est celle qui va faire qu'un lecteur va, pour moi, une grande œuvre, c'est celle qui va aller voir un lecteur qui n'aurait pas été vers ce livre spontanément. C'est ça une grande œuvre pour moi. Et je me dis qu'à ce niveau-là, bah, si on travaille bien en tant qu'agent, on arrive à trouver des éditeurs qui seront à même de comprendre que tel auteur peut aller vers des lecteurs qui n'auront peut-être pas lu cet auteur. En tout cas, c'est ça que j'essaye de faire. Et donc, pour parler chiffres, ben, je me dis qu'un projet éditorial qui est solide, c'est forcément un projet éditorial qui peut permettre à une œuvre de réussir, y compris économiquement. Après, tout dépend des seuils qu'on se fixe, des ambitions qu'on a vers une œuvre. Mais si on a trouvé quelqu'un qui croit en livre, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ce livre puisse se planter si on le porte, si l'auteur est engagé et si le livre n'est pas abandonné dès la sortie. Après, il y a la question du marché qui intervient. Le marché français, pour parler de celui-là particulièrement, est étouffé par le rythme des sorties, des rentrées littéraires aujourd'hui. Il y a des livres qui vivent un mois, s'ils n'ont pas trouvé leur prix littéraire, leur sélection, leur grand article dans la presse, C'est c'est mort. cuit. Mhm. Mais parfois, il y a des deuxièmes vies qui apparaissent. Un Oui, livre qui était passé sous les écrans radars, d'un coup, il repart parce que ben, il y a eu une traduction. il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu dans ce cas-là. Mm. Et des fois, il y a des choses surprenantes. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été ému au dernier point de la première traduction historique de Ngando, de Paul Lomamichi Bamba, qui est paru aux Pays-Bas en néerlandais. C'est la première traduction de ce livre qui est paru en 1948, tout d'abord, en Belgique, et qui a été réédité par Présence africaine en 1982. Il a attendu son temps. Et ben maintenant, d'un coup, ben, c'est une œuvre qui va circuler, qui peut être défendue vers d'autres langues et qui va revivre. Et je suis sûr que l'édition en français va revivre aussi, l'édition qui est chez Présence africaine, qui était un peu oubliée, mais aujourd'hui, ben, c'est un livre qui va circuler à nouveau parce que c'est une pièce fondatrice des littératures du Congo-Kinshasa, mais c'est aussi une littérature qui c'est presque un réalisme magique avant l'heure, ce que fait Paul Lomamichi Bamba, et c'est génial de le relire aujourd'hui avec d'autres prismes que ce qui a pu faire connaître cette œuvre à l'origine, qui a eu un prix à la foire coloniale de Bruxelles, alors qu'il y a une portée anticoloniale dans ce livre, faut le faire. Donc c'est des choses que je trouve absolument géniales. Un autre contre-exemple que j'ai de tout ça, c'est Chinongwa de Lucy Mushita, que j'ai le plaisir d'accompagner. Ben, Lucy Mushita, elle est originaire du Zimbabwe. Elle vit entre Paris et Sydney à l'année. Son livre, il est paru en 2009 en Afrique du Sud. Il est passé un peu inaperçu. Elle a récupéré ses droits. Elle est venue en France. Son histoire de vie est très, très intéressante. Elle a eu la chance de rencontrer, par le biais des rencontres d'écrivains ou autres, Bernard Manier, qui était directeur d'une collection littéraire aux éditions Actes Sud. De là, elle a été traduite en français. Chinongwa a eu pas mal de succès en France. Puis, à un moment, ben, le livre s'est un peu essoufflé après quelques années. Et c'est le moment où on a pu commencer à travailler ensemble. Et on s'est dit par quel bout on reprend les choses. Elle a d'autres Mhm. manuscrits, elle travaille là-dessus, elle a plein de choses en chemin. Mais on s'est dit, mais le livre en anglais, il n'a pas existé suffisamment, donc on pourrait peut-être reprendre les choses à zéro. Tout à Donc, fait. on a été touché en éditeur au Zimbabwe, les éditions Weaver, qui est une maison d'édition historique qui est basée à Harare, qui a réédité le texte. Parallèlement, une maison d'édition féministe qui s'appelle Mojaji Books l'a réédité
en accompagnant l'édition zimbabwéenne en Afrique du Sud donc. De là, on a trouvé un éditeur en Australie, à côté, pas très loin de, j'allais dire de Sydney, mais c'est pas Sydney, pardon, peut-être Canberra, faudrait que je vérifie où il est basé. Et donc les éditions Spinif Express, qui est une maison d'édition féministe dans les plus glorieuses au monde, une maison d'édition engagée, indépendante. Et voilà Chinongwa qui revit en anglais. Et ben voilà Lucy Moshita, qui est en train d'avoir un nouveau souffle. Et ça, pour moi, ben, c'est l'essence des choses. C'est ça qui me fascine dans le livre aussi, hein. C'est-à-dire que c'est un objet qui ne meurt pas. C'est un objet qui ne dépérit pas, qui n'attend pas les modes. Moi, je trouve ça magique ce que tu viens d'expliquer. Franchement, et j'espère que ceux qui vont nous écouter seront aussi encouragés. Il ne faut pas qu'ils lâchent aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de découragement dans ce métier, hein, beaucoup de découragement. Et quand on écoute ces histoires, ça montre d'autres opportunités. Je pense qu'aujourd'hui aussi avec la technologie, avec le fait que les gens se parlent un peu plus, que les gens se rencontrent, ça ouvre. Il y a tellement d'ouverture et on sort aussi des manières traditionnelles de réfléchir. Il faut être aussi très créatif, hein. Il faut innover les manières de faire dans ce métier-là. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier? Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Toi qui connais vraiment le domaine, dans le milieu francophone, quand on dit qu'une œuvre a marché, un livre a marché, qu'est-ce que ça signifie? Il a vendu à combien? C'est difficile à dire. Tout dépend des capacités de l'éditeur, tout dépend du moment. Il y a des moments où des œuvres vont plus matcher avec une période et donc avoir un plus grand potentiel. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de seuil précis, mais que tout dépend du premier tirage de l'éditeur. Est-ce que c'est un éditeur de taille modeste qui est prudent, qui se lance à 500 exemplaires et qui a un deuxième tirage qui est prêt très rapidement? Est-ce que 500 exemplaires, c'est le seuil de cette petite maison d'édition? Est-ce que c'est une maison d'édition qui a plus d'ampleur et qui est prête à tirer tout de suite à 2000, 3000, 4000, 5000 exemplaires? Est-ce que c'est un très grand éditeur qui va tout de suite tirer 10 000 exemplaires? En fait, là, on en vient un moment à ce qui fera le succès du livre, c'est vraiment le projet éditorial initial et la compréhension de ce projet. Si tout est clair, si chaque partie en présence a bien compris comment le projet allait se ficeler et avec quelle capacité, je pense qu'on peut avoir une idée à peu près claire du potentiel. Je ne peux pas donner un chiffre pour tous les livres, je peux juste dire qu'aujourd'hui, il y a des éditeurs indépendants qui sont capables de faire des miracles et de surprendre et de sortir des livres avec des tirages relativement modestes entre 500 et 1000 exemplaires, et ensuite d'avoir des réassorts très rapides parce qu'ils ont des bonnes relations avec leurs imprimeurs, et on a des succès d'éditeurs indépendants de petite taille qui vont vendre des 2000, 3000, 4000 exemplaires, donc ça c'est possible, ça c'est des grands succès. Ensuite, on va dire qu'en France, le seuil symbolique du succès minimal, c'est le livre qui peut accéder à une édition poche. Et traditionnellement, une édition poche, on dit qu'elle s'ouvre en termes de possibilités autour de, aller entre 3000, 4000 exemplaires, plus ou moins. C'est le moment où il y a un seuil de rentabilité pour une session poche qui est atteint. Mais il y a plein de contre-exemples de livres qui se passent en poche parce que il y a un éditeur poche qui s'est dit, tiens, ce titre-là a un potentiel. Et donc, on peut le faire revivre, même si l'édition brochée n'a pas super bien marché. Et puis après, quand on est dans la catégorie des très grands éditeurs, des éditeurs de groupe, j'ai envie de dire, est-ce qu'un éditeur va pousser le livre dans un prix? Les prix représentent des potentiels différents. Le prix Renaudot, on sait qu'un prix Renaudot, si c'est un bon prix Renaudot, on est sur des seuils minimum de 100 000 exemplaires. On est dans d'autres catégories. Voilà, c'est tout autre chose.
Est-ce que les prix sont prescripteurs? Il y a des prix qui sont pas si prescripteurs que ça. Il y en a d'autres qui le sont très fortement. Il y a des prix qui sont très spécialisés et pourtant, qui attirent, à chaque année des lecteurs parce que les lecteurs cherchent ça. Il y a tout, il y a plein de cas de figure différents, donc donner des chiffres, c'est très difficile. Ce qui m'intéresse, c'est que les éditeurs soient ambitieux avec les livres, en fait, et se disent qu'on va aller au-delà de la première ambition, et que le livre va vivre au-delà de la première saison de sortie, et que l'éditeur regarde loin, et qu'il a envie d'avoir des droits sur différents aspects, qu'il a envie de défendre le livre pour qu'il aille jusqu'aux poches, enfin, Mhm. c'est vraiment, ce qu'on appelle la longue traîne dans le terme éditorial. Comment la longue traîne peut exister aujourd'hui dans un monde qui a un rythme Oui. effréné, des rentrées littéraires étouffantes, et comment aujourd'hui des éditeurs, à travers notamment l'indépendance, Mm. se défendent autrement, des salons du livre. Je pense à un livre d'ailleurs qui s'est tenu à Nancy il y a quelques jours, qui est un salon avec des éditeurs du Maghreb, des éditeurs, africains au sens large, des éditeurs français aussi, hein, c'est un salon vachement intéressant. Je trouve que le monde de l'édition est tellement diversifié que les questions économiques sont aussi très diverses et qu'aujourd'hui on a plein de contre-exemples qui nous rappellent que rien n'est joué pour un livre. Et une maison d'édition comme Philippe Ray, je reviens une fois plus à Bougarsar, qui est une maison d'édition indépendante, a montré qu'un éditeur indépendant est dans la cour des grands. Oui, Tout à tout fait. à fait. Mais tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'auto-édition, hein, et j'accompagne même certains auteurs auto-édités. Et naturellement, ceux qui démarrent ne comprennent pas le monde de l'édition, donc je dois faire beaucoup d'éducation. Je dois leur expliquer comment ça fonctionne parce qu'ils viennent avec de grands rêves. C'est normal, hein. Ils sont attachés à leur bébé, comme ils les appellent, leur livre. Et je leur dis toujours, un livre, c'est pas un bébé. Il faut se détacher mentalement de ça pour pouvoir travailler vraiment de manière professionnelle. Et donc, ils ont des chiffres qui ne sont pas proches de la réalité. Et c'est intéressant pour moi que tu en parles, toi qui vis ça au quotidien, pratiquement, hein. Et je voudrais savoir aussi, toi, qu'est-ce que tu penses de l'auto-édition, qui est très développée dans le monde anglo-saxon, mais qui, dans le monde francophone, j'ai l'impression, est regardée un peu avec mépris. C'est un grand tabou même, hein, dans le monde francophone, on veut pas en parler. Pas en contact direct, avec l'auto-édition puisque mon métier, m'oriente vers l'édition traditionnelle, de fait. Ceci étant dit, en fait, il y a un moment, il faut se rappeler que l'édition originelle vient de l'auto-édition. L'édition au départ était quelque chose qui était lié au mécénat, qui était lié à la prescription, donc au crowdfunding quelque part et à toutes ces financements alternatifs. Le premier éditeur existant, il s'appelait André Le Breton et c'est celui qui a édité l'Encyclopédie des Lumières. Et pour financer le projet, il a créé une souscription. Et donc, il a rassemblé des auteurs qui ont financé le projet. Donc, l'encyclopédie, quelque part, il y a une part d'auto-édition dans l'encyclopédie des Lumières. Ce que je veux dire là, c'est que l'auto-édition, elle s'est beaucoup développée aussi comme une réaction à un monde éditorial qui était très cloisonné, très étouffé. Et puis, beaucoup de gens écrivent. Et voilà, et très peu de gens ont accès à l'édition. Les éditeurs sont étouffés par le nombre de manuscrits qui leur parviennent, n'ont pas le temps d'apprécier tous les manuscrits. Il y a plein de choses de grande qualité qui passent entre les gouttes. Et les auteurs, à un moment, ont envie de faire vivre leur texte. Et donc, moi, j'ai pas envie d'avoir un discours corporate à ce niveau en disant, voilà, il n'y a que l'édition traditionnelle, parce que je trouve que aujourd'hui, les marchés du livre, les lectorats ont évolué. Il y a différentes niches de lecteurs aujourd'hui. Tu parlais des usages à travers notamment le numérique. Il y a plein de plateformes qui sont développées. Je pense que dans ton aventure professionnelle, tu es aussi associé à tous ces nouveaux usages qui ont connu des essors, qui passent leur temps à se réinventer. Et je trouve ça passionnant que les auteurs puissent aussi réinventer leur propre métier. Je parlais tout à l'heure des prix littéraires en France. C'est un moment où les auteurs ont essayé de réinventer leur marché. L'édition le marché du livre est un espace qui passe son temps à se confronter à lui-même, à se remettre en question, à être mis en danger, soi-disant par des nouvelles pratiques qui apparaissent. Un moment, on disait le numérique va tuer le livre papier, on le dit encore d'ailleurs. On a tellement entendu ça. Moi, je trouve que ça a juste ouvert d'autres possibilités. Ça a permis à des lecteurs de lire plus facilement dans certaines régions, ou alors dans certaines catégories d'âge. J'ai jamais vu ça d'un point de vue négatif, et je trouve qu'au contraire, c'est très positif. Et je trouve que l'édition papier a. Et donc, je trouve l'auto-édition, quelque part, si elle se développe, c'est aussi bon signe, parce que c'est le signe
d'un monde où les gens n'étouffent pas, ne sont pas dans une fatalité, essayent de trouver d'autres modèles et aussi permettent, à des lecteurs d'aller chercher des livres un peu autrement. Et puis, bah, il y a cette question aussi, je parlais de la position de l'auteur en France, cette figure un peu au-dessus. C'est très intéressant, l'auctorialité, comment elle se fabrique, comment les auteurs jouent avec ça, c'est très intéressant. La mise en scène de l'auteur par lui-même. Je cible aucun auteur en particulier, mais on a tous des visages, des noms, on a tous un personnage pas possible en tête, et en même temps, bah, toutes ces logiques d'auto-édition, bah, ça a créé des nouvelles logiques d'intermédiaires, des auteurs qui sont aussi plus proches de leurs lecteurs, et bah, je trouve ça intéressant parce que bah, une littérature de proximité quelque part, et je trouve ça aussi bien. Et puis au-delà là, et donc et quand je dis proximité, c'est proximité à travers tous ces outils et les outils numériques. C'est pas forcément la proximité géographique. Et moi, je trouve ça passionnant et je trouve ça génial qu'il y ait justement des nouveaux opérateurs qui émergent tout le temps et qui essayent de trouver des nouveaux angles. Le marché ne doit pas se limiter à un seul modèle traditionnel, sinon je pense qu'il ne fait que dépérir. Oui. Alors, Raphaël, tu as collaboré ou tu collabores avec la célèbre maison d'édition Présence africaine. Donc, vous avez une collaboration dans le cadre de ton agence littéraire. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots en quoi consiste cette collaboration? Et pour boucler notre échange, que je trouve super intéressant, nous donner un peu ton avis sur le futur. Bon, on va essayer de lire dans la boule de cristal, hein. Le futur de la littérature en général et en particulier celui de la littérature africaine en tenant compte de tout ce qu'il y a comme innovation aujourd'hui. Je prendrai l'exemple de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si toi, tu t'y intéresses, hein. Donc, voilà, ta collaboration avec Présence africaine et le futur de la littérature. Ah ben merci. Donc, l'intelligence artificielle, quel sujet? Ben concernant, Présence africaine, déjà, professionnellement, c'est un challenge immense pour moi de collaborer avec eux, à représenter leurs droits étrangers, en collaboration avec eux, quand on voit l'immensité de leur catalogue depuis 1949. Mais j'ajoute même depuis 1947, puisqu'il s'agit aussi des textes qui sont dans la revue. Donc il y a la revue Présence africaine et il y a la maison d'édition Présence africaine. C'est gigantesque, c'est immense, il y a tellement d'auteurs. Mongo Betty, Sam Ben-Ousmane, William Sassine, Cheikh Anta Diop, enfin je sais pas, c'est tellement immense, Alioune Famtouré, en fait, et j'ai presque l'impression à chaque jour de découvrir un nouveau géant dans ce catalogue, et Ken Bougoul, enfin c'est éblouissant et vertigineux, et en même temps il y a un tel patrimoine, il y a eu tellement de traductions de ces œuvres, et aussi, bah, certaines traductions aujourd'hui n'existent plus parce que les maisons d'édition n'existent plus, parce que les droits sont revenus à Présence africaine. Donc, il y a aussi une question de faire revivre ce patrimoine. Et puis, Présence africaine est une Oui, maison d'édition qui vit, qui défend des auteurs. Je pense à Khaled Diamahi, par exemple, un auteur marocain qui est magistral, qui vient de publier son deuxième roman là il y a peu de temps. Donc, il s'agit aussi de défendre les droits étrangers de présence africaine dans leurs contemporains. Et donc, ma collaboration avec Présence africaine, elle est vraiment, j'essaye de prendre les choses doucement parce que c'est tellement grand et vaste. Et pour moi, c'est précieux de pouvoir collaborer avec l'équipe à Présence africaine, de discuter avec Suzanne Diop très régulièrement, avec Marie Cattier. C'est une sacrée équipe. J'aime énormément leur dimension familiale, à quel point ils sont attachés à leur patrimoine, à leur histoire. Et c'est cette petite librairie, cette petite maison d'édition dans la rue des Écoles est tellement grande, et on voit des archives. Je montrais à mes étudiants il y a quelques jours une vidéo, on voit Malcolm X qui vient à Paris en 64, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il donne un interview, il le donne à la librairie Présence africaine. c'est tout un symbole, hein. Et j'espère que les jeunes qui nous écoutent vont prendre le temps d'aller vraiment lire l'histoire autour de ce nom qu'est Présence africaine, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, aujourd'hui qui pensent qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites. Nous, on prend les choses en cours, hein. On n'a rien inventé, on n'a rien créé. Euh, nos prédécesseurs ont fait un boulot Incroyable. extraordinaire. Oui. Quand Mhm. on voit ce qu'ont fondé Alioune Diop et Christiane Yandé Diop, on peut se dire à quel point
ça a un sens et je pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde entier que présence africaine. Mhm, Depuis mhm, ce grand congrès de 1956, où ils avaient rassemblé des auteurs du monde entier, et présence africaine, quand ils fêtent leurs 70 ans, Wole Soyinka et Ngugi wa Thiong'o font le déplacement. Quelle maison d'édition fait déplacer un prix Nobel pour son anniversaire comme ça? Mais parce que c'est présence africaine, parce que à la fois la charge symbolique, intellectuelle, culturelle est tellement grande, et c'est un patrimoine universel. C'est mhm. pas présence africaine, c'est pas une question qui ne s'adresse qu'à un lecteur d'origine africaine. Ça reste à cette Exact, humanité. C'est ça qui est dans les exact. racines, dans l'essence, la moelle épinière de présence africaine, qui nous touche tous aussi. Et quand on voit aussi tous ces géants qui ont porté cette aventure au démarrage, mais c'était des grands auteurs de tous les horizons. Et bon, moi, je me sens très petit par rapport à tout ça. Et en même temps, pour moi, c'est une occasion, je me dis, bah, c'est tellement stimulant de se dire, voilà, j'ai cette chance de collaborer Mhm, avec eux. Je suis reconnaissant et je dois travailler au mieux pour que ces droits de ces grands auteurs, qu'ils soient contemporains ou plus anciens et classiques, soient respectés à la juste hauteur de ce que valent ces œuvres, qui sont de très très grande qualité. Donc ouais, mhm. non, présence africaine, c'est 25 bis rue des Écoles. Je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode. Donc, le nom des auteurs, les liens, le nom de l'agence littéraire, le lien, Merci. le site internet, toutes les informations dont les auditeurs auront besoin seront dans la description de l'épisode. Alors, le futur de la Oui. littérature africaine, et en particulier avec le sujet du moment qui est l'intelligence Ouais. artificielle. Ah oui, l'intelligence artificielle, et est-ce que les auteurs seront remplacés par des algorithmes notamment? On voit des livres hein, qui commencent à être écrits par des... Ben attends, ils sont déjà sur Amazon, hein? Ouais, ouais. Donc, on pourrait dire que ceci est inquiétant, et en même temps, moi, j'aime bien l'idée que plus tous ces outils-là se développeront, plus à un moment, on reviendra à l'artisanat de l'écriture, de la littérature, et du fait que la littérature, c'est bourré d'imperfections, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et au fond, même si des algorithmes peuvent aussi aujourd'hui intelligemment créer des imperfections qui sont commandées, j'ai tendance à dire que c'est pas une menace, c'est plutôt une invitation pour les lecteurs à un moment à aller chercher la voix des auteurs dans tout ce qu'elle peut avoir dans leur fragilité, dans leur diversité, dans leurs contradictions, dans leur richesse, toute cette dimension qui dépasse l'objet livre en fait. Un livre, c'est tout ce qu'il y a autour aussi, c'est le paratexte, c'est la vie qui C'est un univers, je l'appelle l'univers artistique de Exactement. l'auteur. Donc, tant que les Oui. intelligences artificielles ne sont pas encore capables de créer des rencontres littéraires avec un auteur fait de circuits imprimés, j'ai tendance à dire que je suis pas trop inquiet à ce sujet. Je trouve ça intéressant, par contre, en termes d'expérience, de se dire qu'on vit un temps qui était écrit dans les livres et qui aujourd'hui commence à exister de manière très concrète. Je trouve que ça peut peut-être apporter des nouveaux outils, peut-être même aux auteurs, qui sait, on verra. Je suis très intrigué par les notions de copyright à ce sujet, comment ça va intervenir dans l'écriture. Je pense que là, il y a aussi un foyer d'expérimentation pour les auteurs. Il y a peu de temps aussi, on parle d'intelligence artificielle, mais peu de temps, je me suis senti, je me suis dit, tiens, je commence à avoir un petit coup de vieux, ça y est. Un auteur me dit, on m'a invité pour faire une promotion de mon livre sur le métaverse. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis déjà dépassé. Et donc, il y a effectivement, j'ai regardé, voilà, il y a des auteurs qui ont des avatars sur les métaverses, qui rencontrent leurs auteurs, leurs lecteurs, et il y a des rencontres. Donc, effectivement, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Bon, moi, je me sens très très largué, mais c'est intéressant. Et après, moi, à mon niveau, je suis très intéressé par la question justement artisanale de l'écriture et comment les auteurs travaillent encore leurs textes, parfois de manière très traditionnelle justement, et en même temps, il y a tous les nouveaux usages, les auteurs qui passent leur temps à échanger à travers avec d'autres auteurs, à travers les WhatsApp, et il y a des communautés de lecteurs et d'auteurs qui existent, qui s'influencent, qui se partagent des citations, qui se donnent des conseils, qui se font lire des passages de leurs textes en Genèse. Et je trouve qu'on vit un temps où les notions d'intermédialité, elles sont aussi très présentes, et la circulation va très très vite, et des auteurs peuvent être en relation plus rapidement, même s'ils sont très éloignés. Du coup, je me dis, finalement, c'est des opportunités pour aller vers la question que tu posais liée aux littératures africaines, de décloisonner tout ça.
Oui. parce que, bah, les littératures qu'on dit africaines ont été aussi, très souvent, je trouve, c'est peut-être une appréciation qui est liée à des critiques universitaires ou à une sensibilité que je peux avoir, mais un peu enfermées dans des catégories, très généralisantes qui les Mmh. détachaient, un peu d'autres catégories et finalement, on faisait des littératures africaines pour ne pas en faire des littératures mondes quelque part. Des C'est ça. littératures, qu'on pouvait regarder, dès lors que c'était des auteurs latino-américains, ça c'est de la grande littérature, mondiale. Par contre, bah, si c'est Nkrumah, c'est pas de la grande littérature mondiale, c'est de la littérature africaine. Pourtant, Nkrumah, il a Mmh. écrit une grande comédie humaine. Je vois pas ce qu'il a envié à des très grands auteurs. Je parle de Nkrumah, mais, ouais, je parlais de Sassine, Salman Ousmane, enfin il y en a plein, Boubacar Boris Diop, c'est des géants qui écrivent des œuvres monumentales, c'est des littératures africaines? Je suis pas sûr. Puis, bah, je j'ai la chance de travailler avec Samy Tchak, qui est l'auteur. Je passe mon temps à découvrir des choses grâce à lui. Qu'est-ce qui c'est un tel trésor de connaissances littéraires. Quand je l'écoute, que je bois ses paroles, je me dis: «Mais c'est enfin, ça serait lui faire insulte que de dire, on parle là de littérature africaine, on parle de littérature avec lui et de la littérature de qualité, la profondeur. Il a un ouvrage très passionnant qui vient d'avoir un prix qui s'appelle La couleur de l'écrivain, qui a eu un prix avec un très beau titre, le prix du voyageur sur la terre, qui fait référence à une œuvre de Julien Green. Et dans La couleur de l'écrivain, il y a une question qui lui est posée sur comment il s'identifie en tant qu'auteur africain et par rapport à sa couleur de peau et comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous vous définissez comme un écrivain noir? Lui pose une personne, une dame dans une assistance. Et il lui répond: «Madame, je vous aurais répondu: "Je suis juste un moineau, mais un moineau conscient de ses blessures et de la tragédie que constitue le simple fait d'être vivant"». Et je trouve ça tellement beau, en fait, parce qu'on parle du vivant, on parle de la littérature dans ce qu'elle puise en nous, dans la profondeur de l'être, dans ce qui nous constitue. Oui, nos origines continentales, nos origines géographiques, nos origines nationales, mais pas que ça, bien plus. Et Nietzsche qui nous invite à lire Tolstoï, Dostoïevski, tous ces très grands auteurs latino-américains. Et en fait, ben, on lit de Samy Tchak et on s'ouvre au monde. Et c'est à ce moment-là que la littérature africaine, elle n'existe plus, parce qu'il ne reste plus que les œuvres qu'on a envie de lire et qui nous permettent de lire toujours plus et de cultiver notre curiosité et notre regard sur le monde et d'être toujours plus riche, en fait, et d'apprendre. Bah, écoute Raphaël, c'est magnifique de t'écouter, hein. Franchement, on peut y passer toute la nuit. Super intéressant. Merci pour le Merci. partage, vraiment pour la générosité, parce que tu as un grand savoir et tu aimes le partager. Ça s'entend, ça se voit aussi, parce que là, on se voit, hein. Peut-être les auditeurs ne vont pas te voir, mais moi, je te vois. C'est fascinant d'apprendre davantage aussi sur le métier que tu fais, le métier d'agent littéraire. Et voilà, on est arrivé au terme de notre échange. J'espère que tu as passé un bon moment dans mon petit salon du livre, hein. Et est-ce que tu as une dernière chose à dire, ou à je sais pas, un conseil, si quelqu'un voudrait contacter un agent littéraire ou alors faire ce métier, est-ce que tu as des conseils? Merci. Ben, ce que je peux, conseiller à une personne qui voudrait s'intéresser aux agents littéraires, c'est déjà de regarder le aujourd'hui, il y a une association, un syndicat des agents littéraires français, Mmh. donc il peut déjà regarder, toutes ces agences, comment elles se présentent, comment elles se définissent, comment chaque agence a son identité, donc je pense que c'est intéressant aujourd'hui de regarder du côté des agents littéraires français francophones, mais aussi plus largement de découvrir les agents littéraires au sens large, parce que c'est un métier international et il y a des milliers d'agents littéraires à travers le monde et c'est en fait découvrir comment les agents littéraires ont toujours été présents dans le monde littéraire et comment ils sont à leur niveau, des opérateurs au même niveau que les autres, au même titre que les autres et ils participent à cet écosystème, et j'ai envie de dire que les agents littéraires, leur existence est aussi le signe d'une industrie du livre, d'un marché, d'une vie littéraire qui circule, qui se renouvelle, et hem et puis qui n'est jamais pessimiste, en fait, parce Mmh. que les agents littéraires sont là pour défendre des livres et que les livres ne finissent pas, refusés par tous les éditeurs. C'est le métier de base des agents Mmh. et ensuite, bah, que les éditeurs et les agences se trouvent au mieux, qu'ils se rencontrent et puis qu'ils puissent mener un bout de chemin ensemble et le plus longtemps possible, idéalement. Donc voilà, donc c'est ce que je conseillerais simplement et après, bah, juste de regarder toujours avec,
positivité et optimisme, la littérature, parce que c'est un espace beau, généreux, riche, qui ne fait que avancer et se développer. Tout n'a pas été écrit, tout n'a pas été dit, et c'est une aventure qui ne finira Ben, jamais. c'est vrai. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour tout, Assel, c'est un plaisir, et puis ben, un honneur aussi de participer à ton beau podcast, et Merci. j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt, Bientôt. en numérique Ouais, aussi. je l'espère, moi aussi. À bientôt, Raphaël. À bientôt, merci.